Déjà, elle donne une définition de l'ikigai que je vais vous lire parce que je l'adore. Moi, elle m'anime tous les jours. Elle dit: le sens de l'ikigai, c'est se réveiller le matin avec un but, tirer le meilleur parti de tous les jours et aller s'endormir avec un sentiment d'accomplissement toutes les nuits. Salut les vivantes! Dans cet épisode, j'échange avec Cécile Lemercier sur l'ikigai. Non seulement l'outil utilisé pour réfléchir à son orientation professionnelle, mais aussi la philosophie japonaise sous-jacente qui peut t'aider à orienter toute ta vie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, j'ai présenté les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui parlait de comment nous pouvons remplir notre réservoir d'amour à travers nos relations aux autres. Aujourd'hui, nous allons revenir plus directement à l'amour de soi en voyant comment vivre une vie pleinement alignée et incarnée grâce à l'ikigai. Si tu veux être nourri régulièrement, je t'invite à t'abonner à mon podcast. Mon invitée d'aujourd'hui est Cécile Lemercier. C'est une coach qui est en Normandie, qui a centré son accompagnement sur l'ikigai. Cette philosophie lui a permis de sortir du burn-out et de vivre une vie conforme à ce qu'elle désirait vraiment. Elle nous en parle tout de suite. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Donc aujourd'hui, je voulais te faire connaître à mes auditrices. Tu es coach, on appartient toutes les deux à l'EMCC, donc une association de coaching, et tu as été manager pendant 20 ans, donc 15 dans le milieu de la santé, et Oui. tu es maintenant donc coach et consultante qui intervient plutôt dans le milieu de l'entreprise. Oui. Et Oui. puis, j'ai vu que tu avais différentes cordes à ton arc, dont la PNL, la communication non violente, l'approche agile, et tu vas nous parler aujourd'hui plus particulièrement de ce qui a même donné le nom de ton site, puisque ton site c'est ikigai-du6consulting.fr, c'est-à-dire l'ikigai. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour te présenter? Non, super, c'est parfait. Après, voilà, je travaille auprès des entreprises, en effet, mais pas que, hein. Je travaille aussi, en fait, je fais un mix des deux. D'accord. Tu as aussi des personnes que tu vois de manière, j'allais dire en privé. Oui. Voilà. Alors souvent, on utilise l'ikigai, par exemple comme coach, moi aussi je l'utilise, ça m'arrive de l'utiliser plus dans les questions de réorientation professionnelle. Et on voit souvent ce diagramme où il y a les croisements entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu as une compétence, ce pourquoi les gens sont prêts à payer, ce dont les personnes ont besoin. Et j'ai découvert lors d'une conférence que tu nous as donnée il n'y a pas si longtemps que c'était beaucoup plus large que ça. Donc, est-ce que cette première approche qu'on voit souvent, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et après nous dire ce qui peut être différent? Oui, ouais, tout à fait, avec plaisir. Donc, en effet, la première approche que tu décris, c'est la première approche que j'ai découverte aussi, moi-même d'ailleurs, en 2018, quand j'ai découvert donc l'ikigai. C'est ce que j'appelle quelque part le concept occidental de l'ikigai. Pris un petit peu les choses qu'il avait lues ou entendues d'un psychologue japonais qui s'appelle Atsuhito Hasegawa, et en effet qui avait retranscrit déjà lui-même ce qu'il avait appris de l'ikigai un petit peu dans le milieu du travail. Et puis aussi, Mark Wynne, il a intégré aussi des choses que Dan Buettner, qui est un Américain, avait fait un TEDx sur notamment l'histoire des zones bleues, et dont en effet, on a une zone bleue au Japon qui est l'archipel d'Okinawa, de centenaires beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc en fait, Mark Wynne, voilà, il a fait un petit peu un mélange de tout ça pour nous dire que quelque part, donc l'ikigai, la définition quand même première de l'ikigai, c'était
par ça qu'on peut commencer. Iki veut dire la vie, et Gai, c'est ce qui vaut la peine et ce qui a de la valeur. Ce qui fait que dans notre langage, on dit, voilà, l'ikigai, c'est la raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin, et qui nous fait dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, le concept occidental de Mark Louis nous dit, voilà, l'ikigai, la raison d'être. En fait, cet ancrage se fait si on alimente ces quatre sphères qui sont ce que j'aime, ce en quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Après, même au-delà de ça, en fait, on nous explique que à l'intersection de ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, quelque part, ça correspond à nos missions, à ce qu'on contribue, ou ce qu'on peut contribuer au monde. Ensuite, l'intersection de ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé, ça pourrait correspondre en fait à ce qu'il appelle la vocation, nos appétences en fait. Et puis, à l'intersection de ce en quoi je suis douée, donc mes talents, mes compétences et ce pourquoi je vais être payé, peut donner en effet ma profession, mon job. Ok, donc voilà, il nous explique ça. Si on n'augmentait pas en fait toutes ces sphères ou si on clarifiait pas un petit peu toutes ces intersections, eh bien on pouvait avoir un sentiment de plaisir, de satisfaction. Par exemple, si on alimentait nos passions et nos missions, mais par contre, si on n'a pas de job, une rémunération qui rentre, ben, on va avoir un sentiment de précarité. Si on alimente ce dont le monde a besoin et en même temps nos appétences, oui, on va être enthousiaste, ça va être satisfaisant, mais on va avoir toutes des incertitudes parce qu'on n'a pas de profession ou d'activité rémunératrice. Si on va alimenter nos appétences et puis aussi notre profession, ça va être confortable, mais on va peut-être manquer de sens si on n'alimente pas les passions et la mission et ce à quoi on peut contribuer au monde, tu vois. Ça pour vous expliquer que, en tous les cas, moi, quand je suis tombée là-dessus, c'était une période de ma vie où j'étais sur une période d'épuisement professionnel et quête de sens. Et du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi j'étais en quête de sens, en perte de sens et en quête de sens à la fois. Parce que j'étais en effet focusée sur mon job, mais que par contre, mes passions, j'en avais beaucoup, mais j'y donnais pas assez de temps, je les nourrissais pas, je les alimentais pas. Que ma vocation, mes talents, mes appétences, en fait, je pense justement que je savais pas trop ce que je valais, etc. Donc ça, cette première approche, elle est très intéressante pour démarrer. Mais après, en effet, comme ça m'a passionnée, ça m'a interloqué et du coup, j'ai creusé. Je suis allée plus loin. Et donc, il y a eu deux autres étapes après. Tu me disais que c'était en 2018 que tu as découvert l'ikigai finalement. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? C'est un peu cette question-là que je voulais te poser. Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. En fait, je dis toujours que maintenant, avec le recul, cette découverte de cette philosophie m'a permis déjà de répondre à trois questions. Les trois questions, c'était qui je suis, qui je veux devenir et quelles traces je veux laisser. Trois petites questions. Alors après, c'est l'étape d'après, mais ça m'a appris à ralentir. J'ai enfin compris, à travers voilà tout ce cheminement et ce travail, qu'est-ce que voulait dire le lâcher prise. Mon médecin me disait, il faut lâcher prise, il faut ralentir. J'ai vu des thérapeutes, j'ai fait de l'hypnose. Je comprenais pas, ça marchait pas. J'avais Ponsouillard qui fonctionnait, voilà. Et vraiment, l'ikigai m'a permis, parce que pour moi, c'est avant tout, c'est une philosophie, vraiment, c'est important qu'on le dise, ça. En effet, on en fait quand même des outils, la preuve dont on se sert en coaching, etc. Mais au départ, c'est une philosophie, donc c'est une pratique. Donc, et moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, expérimenté, et qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, je l'incarne. Donc, donc oui, ça m'a appris vraiment à ralentir, le lâcher prise et à la prise de recul et après à retrouver du sens et à répondre à ces trois fameuses questions, mais qui sont des questions dont je n'aurais jamais terminé de filer de répondre non plus. Tu sais Ça. bien. C'est un chemin. Et oui, alors ce que j'aime dans le. Moi, c'est vrai que ça me fait penser à la sagesse. Toi, tu parles de philosophie. Philosophie, peut-être que pour certains, c'est un peu théorique ou c'est Oui, plus la pensée, la réflexion. Et là, dans ce que tu dis, ça a quelque chose d'holistique, en fait. Ça prend toute la vie, même les questions que tu poses. Les trois questions que tu poses, c'est finalement le sens à sa vie. Donc, ça rejoint la philosophie, mais en même temps, tu dis ça s'incarne. Donc, il y a une dimension pratique. Donc, oui, est-ce que tu veux bien justement nous en parler maintenant ouais, de ce que tu as découvert finalement de l'ikigai, quoi. ouais. Donc voilà, première étape, le diagramme, le concept occidental, ok. Du coup, j'ai lu pas mal de livres là-dessus qu'il y avait à l'époque.
donc j'ai lu plusieurs livres jusqu'à ce que je lise ce livre qui pour moi est vraiment d'ailleurs le plus important pour moi sur l'ikigai, qui s'appelle Le petit livre de l'ikigai, la méthode japonaise pour trouver un sens à sa vie, de Ken Moji. La particularité qu'il a ce livre, c'est qu'il est écrit par un japonais. Et du coup, il nous révèle dans ce livre, il nous parle des 5 piliers de l'ikigai. Alors les 5 piliers de l'ikigai, et on en parle rarement, et c'est dommage, je pense, parce que justement, je pense que c'est vraiment un ancrage de la philosophie. Donc ces 5 piliers, il n'y a pas de hiérarchie. Le premier, Ensuite, c'est c'est commencer harmonie et petit, le durabilité. fameux Kaizen, et le Ensuite, second, c'est se être libérer ici et soi-même. maintenant. Et le dernier vraiment qui découle, c'est la joie des petites choses. Donc ces 5 piliers-là, eh bien justement, m'ont vraiment aidé et ça, je les ai du coup expérimentés au quotidien. Donc commencer petit, c'était de se dire, on arrête de se fixer des objectifs ambitieux et surtout, en tous les cas, même si on veut se fixer un objectif ou un but ambitieux, pourquoi pas, mais en tous les cas, on y va step by step, étape par étape. Dans aussi la culture japonaise, c'est le kaizen, c'est en agilité, c'est l'itération, c'est on avance, on y va, on s'autorise le droit à l'erreur, de se tromper, on recule, on avance, on fait des bifurcations. Bon, voilà. Donc, mais ça, voilà, de réduire vraiment les objectifs, les to-do et voilà, de détailler un peu à l'intérieur, c'était la première chose. Ensuite, se libérer soi-même, il a été hyper intéressant pour moi à l'époque. C'était vraiment se libérer du regard des autres. Et ça, moi, à travers ce pilier, je parle toujours, c'est important, c'est la congruence tête, corps, cœur et esprit quand on commence à avoir un éveil spirituel. Mais voilà, et ça, on se rend compte que dans nos vies d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui se coupent de leurs émotions, de leurs ressentis du corps, qui sont dans le mental, dans le contrôle, etc. Enfin, bon, voilà. Donc vraiment se libérer soi-même, ça a été très important et ça a été aussi peut-être le plus difficile à l'époque. Voilà, l'harmonie, la durabilité. L'harmonie, c'est vivre dans un environnement harmonieux et surtout, le deuxième point, c'est avoir des relations harmonieuses. Ça, pareil, super job intéressant. La durabilité, bah, c'est la notion de la durabilité, hein, de la sauvegarde de notre planète, de l'écologie, de notre propre écologie, etc. La joie de des petites choses, c'est voilà, c'est toutes les petites victoires. C'est aussi beaucoup en fait ce qui parle dans la culture japonaise. La joie des petites choses, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est aussi toujours notre obsession là des Occidentaux de courir après je ne sais quoi ou après le truc extraordinaire. Mais en fait, déjà, est-ce que notre ordinaire de tous les jours peut pas devenir aussi un minimum extraordinaire? Et voilà, la félicité sur chaque petite victoire et voilà, et aussi même dans la culture japonaise, on parle du wabi-sabi, qui est en fait la beauté de l'imperfection. Et de voilà. Et, bon. Et puis la ici maintenant, bah, c'est voilà, c'est l'apprentissage de la pleine présence, de la pleine conscience, et d'arrêter de ruminer. Être ici et maintenant, c'est oui, la pleine présence, la pleine conscience. C'est la temporalité, hein, être dans le présent et ne pas être focusé sur le futur, dans les projections, les visualisations, les to-do list, etc. Mm. Et éviter les gamberges, les ruminations ou ressasser des choses du passé. Voilà. Donc être ici maintenant, c'est ouais, la pleine présence, quoi. Voilà. Donc les 5 piliers, voilà, ça a été une deuxième grosse étape. Et quand tu nous as présenté l'ikigai, tu nous as fait un autre, tu nous as présenté finalement le même diagramme que celui qu'on connaît là, que tu appelles occidental, là, l'ikigai occidental, Oui. mais du coup qui était un peu différent parce qu'il n'y avait pas la notion d'argent. Moi, c'est une des choses qui m'avait frappé et ça avait l'air d'être plus la question finalement du sens qui était importante, ce qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est donc la dernière partie, mais qui a été la grosse révélation, c'est en fait l'approche Ikigai, vraiment de Kamiya Mieko, qui est en fait on dit quelque part que c'est la mère de la philosophie japonaise de l'ikigai. Kamiya Mieko, ça a été une grande psychiatre et psychologue et philosophe qui a vécu des années 1914 à 1979. Son papa avait des rôles politiques, etc. Donc elle était proche à l'époque de l'impératrice du Japon, donc elle était proche aussi du pouvoir. Et en tous les cas, elle a en fait étudié cette notion d'ikigai puisqu'elle a travaillé
auprès en fait des malades de la lèpre Mm. après-guerre. Et donc, en fait, elle a passé un certain temps dans un sanatorium pour essayer de comprendre comment ces malades de la lèpre arrivaient à trouver un sens à la vie, Mm. alors qu'on les isolait et que même on les stérilisait pour pas qu'ils aient d'enfants, etc. Et c'est là, en fait, derrière ça, qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Le sens de la vie, Ikigai une suite, et où elle a écrit beaucoup sur l'ikigai. Et en D'accord. fait, là, elle a expliqué plein de choses. Mm. Déjà, elle donne une définition de l'ikigai que je vais vous lire parce que je l'adore, moi, elle m'anime tous les jours. C'est en fait en fait, elle dit le sens de l'ikigai, c'est se réveiller le matin avec un but, tirer le meilleur parti de tous les jours et aller s'endormir avec un sentiment d'accomplissement toutes les nuits. Voilà. Donc en fait, elle distingue deux choses. Elle dit que l'ikigai, c'est un état d'esprit orienté vers le but, mais aussi dans une source joyeuse et positive. Et elle dit en fait, il y a deux choses. Il y a avoir le sens de l'ikigai et qui va s'alimenter autour de vos centres d'intérêt, vos activités qui vous animent. Et donc, c'est vrai que là, elle ne parle pas forcément de profession, mais aussi derrière ça, c'est qu'on se rend compte que vos activités, vos hobbies, vos centres d'intérêt peuvent peut-être un jour devenir, pourquoi pas, une activité professionnelle, justement. Voilà, donc elle parle de la notion, voilà, quelles sont vos valeurs fondamentales, quels sont vos centres d'intérêt, vos activités qui occupent votre temps. Ensuite, elle parle de la notion de vos rôles et des relations, quelles sont les relations et quels sont les rôles qui vous définissent. Donc, en fait, c'est quand êtes-vous le plus présent, en faisant quelle activité, qui ou quelle chose en fait appréciez-vous et quel espoir vous anime. Et ça, elle dit, c'est ces quatre notions-là qui vont vous donner le sens de l'ikigai. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ensuite, elle va vous parler des sources de l'ikigai. Mm. Qu'est-ce qui va alimenter votre ikigai? Et là, en fait, il y a quatre notions là-dessus. C'est la notion donc, de l'harmonie et qu'on retrouve, dont on a déjà évoqué dans les piliers. Donc, la notion d'harmonie et de connexion. Avec qui avez-vous des relations harmonieuses? Comment pourriez-vous améliorer vos relations avec les autres? Est une source en fait d'ikigai, de trouver un sens à sa vie et sa raison d'être. Ensuite, la deuxième notion qui est super intéressante, et c'est la notion donc du but et aussi de la gratitude. Donc, de qui et de quoi êtes-vous reconnaissant dans le sens de la gratitude? Et puis sinon, qu'est-ce qui vous donne un objectif? À qui, à quoi pouvez-vous servir? Donc, cette notion de but et aussi de cette mission d'être utile aux autres. Voilà. Ensuite, la troisième source aussi dont elle parle d'ikigai, c'est cette notion de créativité et de flow dans quelque chose que vous aimez. En fait, ça développe votre créativité et aussi ça vous met dans des états de flow. Hein. La notion de flow, c'est quand on va perdre toute notion de temporalité tellement, en fait, on vibre et on kiffe dans ce qu'on fait. Et aussi d'être dans un état de flow favorise et développe votre créativité. Mm. Et donc ça, c'est des sources d'ikigai, évidemment. Et Ouais. puis le dernier point dont elle parle, c'est la notion de satisfaction de la vie. Qu'est-ce qui vous donne satisfaction de la vie? Voilà, et c'est essentiel en effet pour réussir à atteindre son ikigai, quoi. Mm. Mm. Donc voilà un petit peu ce qu'elle nous explique. Là, dans ce que tu dis, ce qui me frappe, c'est que quand tu parles d'atteindre son ikigai, c'est que c'est un chemin, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, on l'a trouvé puis c'est fini. Ouais. Complètement. En fait, elle dit que l'ikigai évolue. Déjà, il évolue tout au long de la vie. Vous n'allez pas avoir le même ikigai à 20 ans, 30 ans, 50 ou 70 ou 90 ans. Mm. Donc c'est ça qu'elle explique bien. Et aussi, c'est que l'ikigai, en effet, comme tu dis, c'est vraiment un chemin, un cheminement. Et aussi, c'est pas forcément parce que des fois les gens, enfin souvent les gens viennent me voir en disant je veux trouver mon ikigai. Alors surtout, souvent c'est un peu je veux trouver ma mission de vie, mon chemin de vie, etc. Ou quand on est sur des reconversions professionnelles ou choses comme ça. Mais en effet, c'est comme tu as dit, c'est très holistique. Hein, c'est un mélange du pro, du perso, etc. Donc et l'ikigai peut être quelque chose de très simple. Ça peut être simplement d'avoir des enfants et de les accompagner, de les voir s'épanouir. Et tu vois, ça peut être des choses très, très simples comme ça, quoi. Mm. C'est pas forcément, l'ikigai, c'est pas l'objectif je sais pas, de créer une entreprise, un truc. Enfin, c'est pas cette notion-là, quoi. Et qu'est-ce qui te frappe en accompagnant, parce que donc maintenant, ça fait depuis combien de temps? Depuis 4 5 ans que tu accompagnes avec cette démarche-là? Un petit peu moins de 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Mm. Et qu'est-ce qui te frappe justement en accompagnant les personnes? Qu'est-ce qu'elles en retirent?
Alors, en fait, ce qui est frappant, c'est que c'est ce côté très holistique et global de l'être, en fait, où on se rend compte que déjà, les hommes et les femmes, les uns et les autres, en effet, c'est déjà bien souvent des questions, en fait, sur lesquelles on ne s'est jamais vraiment posé. Mm, Donc, du coup, là, on prend un temps pour soi et souvent remonter plein de choses. mm, mm, Et en tous les cas, ça débloque, enfin, on voit bien que ça crée des prises de conscience sur le fait de qui on est et qu'un être, en effet, n'est pas constitué que de la sphère pro et qu'il y a toute la sphère perso mm. et qui a de l'importance et qui doit être alimenté, nourri, satisfaite. En fait, il y a aussi toute cette notion-là. On essaie d'y trouver les réponses et moi, c'est mon job aussi justement d'accompagner, de faire accoucher, de faire émerger les réponses. Mais du coup, derrière, ça recrée, c'est comme si les gens se reconnectaient vraiment à au self, au why et du coup, on reprend de la confiance en soi, on comprend qu'on vaut ce qu'on est, son estime de soi. Et du coup, ça rebooste, ça remotive. Les gens retrouvent des forces, quoi. Enfin, comme s'ils reprenaient le pouvoir sur eux, enfin, ils reprenaient la main sur les choses. En fait, ce que les gens comprennent dans tout ce travail, c'est que, bah oui, ils ont peut-être été trop focusés sur telle ou telle chose à un moment donné et que, en fait, eh ben, voilà, la vie, c'est un ensemble Mm. de plein de choses, tu vois. On parle toujours de la roue des domaines de vie où, voilà, en fait, on a notre carrière professionnelle, mais notre famille, le couple, les loisirs, notre développement personnel, notre environnement Mm. aussi, nos Ouais. relations aux autres, et tout ça, voilà. Donc, c'est pour ça que ça a un effet très puissant. C'est une approche assez holistique, comme tu le disais. Et aussi, moi, ce qui me frappe, c'est l'aspect d'équilibre. C'est-à-dire que finalement, aussi bien dans ton témoignage que dans les exemples que tu viens de donner, il y a une notion que quelque part, il y avait un déséquilibre entre un domaine particulier et le reste, quoi. Et qu'en même temps, on peut être focusé, comme tu le dis, on peut être, se centrer sur quelque chose qui nous tient à cœur, comme tu dis, comme avoir une famille, par exemple, et être bien, trouver l'équilibre là, alors que si en fait on désirait par exemple mener une carrière professionnelle et du coup on n'a pas écouté ce désir-là, on peut se sentir otage de sa vie de famille et donc c'est la question de finalement de l'équilibre personnel qui est vraiment unique à chacun. Exactement, c'est exactement ça, Cécile. C'est cette notion ouais, d'équilibre, de curseur au bon endroit. Tu sais, c'est ça, en fait. Mm, mm, Et la prise de conscience que oui, on est un tout avec plein de choses à quand même à alimenter, à combler. En fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, en effet, il y a une prise de conscience. En fait, en fait, il y a une compréhension pourquoi, oui, il y a un questionnement à un moment donné, où il y a un truc qui va pas, qui chahute et tout. Et parce que oui, en effet, il y a quelque chose qui est pas travaillé, qui est pas nourri, qui est pas alimenté. Et aussi cette notion de vraiment de, tu sais, de la congruence tête, corps, cœur. mm. Et ça, oui, et dans notre culture occidentale, Dieu sait que voilà, c'est. Justement, la notion de corps, en quoi elle est présente dans cette démarche-là? Alors, elle est présente parce que donc sur le mode de vie, on en a pas beaucoup parlé en fait, c'est vrai. Donc sur la notion du mode de vie, l'hygiène de vie, en fait, alors c'est pas que la philosophie d'Ikigai, c'est aussi ce qui ressort dans ce qu'on peut lire sur les zones bleues, etc. En tous les cas, la notion du corps, c'est que à partir du moment où on prend soin de son corps par une hygiène alimentaire, il parle d'une hygiène alimentaire légère, il parle de la notion de ne remplir son estomac qu'à 80%. Ça, c'est une pratique du zen et on en avait déjà parlé toutes les deux. C'est quelque chose que tu connaissais aussi dans ton expérience de vie. Ça s'appelle le hara hashibu. C'est voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que je pratique et en effet, de s'arrêter de manger avant d'être pu, mais même un petit peu avant, quoi. J'ai mangé, je n'ai plus faim. J'ai un après-midi qui est beaucoup moins difficile, etc. Et d'ailleurs, vraiment, enfin, il y a même une perte de poids qui peut s'opérer, etc. Après, tout dépend aussi de ce qu'on met dans ce repas. Mais la notion donc du corps par l'alimentation, il parle évidemment d'une activité physique. Ils sont très connectés à la nature, de la randonnée, mais après, c'est bien sûr, le Japon, c'est le pays du soleil levant, donc aussi, ils ont une culture quand même un peu des rituels ou du miracle morning avec des pratiques le matin, la méditation, le qigong, le shiatsu.
le tai chi, etc. Donc voilà, il parle aussi de le radio Taiso, c'est un petit réveil musculaire que le ministère de l'Éducation avait mis en place après la Deuxième Guerre dans toutes les écoles et c'est quelque chose apparemment qui est pratiqué toujours, où en fait c'est 3 minutes et demie, c'est un petit réveil musculaire, voilà, mais qu'on fait le matin et voilà, qui vous remet dans une dynamique. Donc ça, c'est prendre soin de son corps, entretenir son corps, sa forme. Donc voilà, la notion du corps, elle se... Et quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, quoi, en fait. Oui, c'est important d'en parler parce que souvent on est, enfin, comme tu le disais, on est un peu déconnecté de notre corps en Occident. Ouais. Et justement, enfin, souvent quand même, il y a, en milieu de vie, il peut y avoir pour les femmes la question du burn-out qui se pose. Mm. Et souvent, voilà, on s'est déconnecté de fait de ces émotions parce que souvent, c'est une question de sens qui est derrière, finalement, quel sens à ma vie ou à mon travail ou à mon engagement. Et on continue à faire quelque chose comme dans un hamster, enfin, dans le hamster dans sa roue, mais sans que ça ait de sens pour nous. Et puis, il faut vraiment arriver à finalement plus sentir son corps. C'est-à-dire que le corps va te faire tellement mal que tu vas finir par l'écouter, quoi. Mais ça veut dire qu'on s'est déconnecté de son corps quelque part à un moment, quoi. Donc c'est dommage d'en arriver voilà, aussi loin que ça. Mais voilà, parfois, enfin, j'ai beaucoup vu de femmes pour qui ce burn-out pouvait être aussi quelque part une source de renaissance pour vraiment s'aligner sur des valeurs qui font sens et sur une vie qu'on veut vraiment. Mais bien sûr, mais complètement OK, Cécile. Tu sais, moi, maintenant, avec le recul, que ce soit mon médecin ou les thérapeutes qui m'ont suivi, me disent toujours, mais c'était un burn-out salutaire, en C'est fait. ça. Et j'ai dit, oui, tout à fait. Juste qu'il était latent assez longtemps et que, bon, un jour, voilà, il s'est arrivé. Mais après, bon, et ce qui est très sympa dans l'histoire, c'est qu'il y a eu ce rebond. Mais voilà, et que aussi, grâce à cette philosophie, ça a été un outil, enfin, c'est mon thérapeute qui le dit, ça a été un outil autothérapeutique pour moi, en tous Ouais, les cas. ouais, 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 super, super. Donc, c'est une démarche, voilà, c'est une démarche bah, philosophique, mais pratique, qui rejoint aussi bien l'esprit, les émotions, tu disais, et le Mm. corps. Justement, au niveau émotionnel, on pourrait peut-être finir par ça. À quel niveau ça, en fait, ça a opéré? Comment ça t'a aidé? Est-ce que c'est la méditation? C'est justement ce fait de se mettre dans le flow, être attentif à ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te... Alors, au niveau des émotions, en fait, c'était quand même ça a été la phase de reprendre du temps pour soi Mm, et s'autoriser en fait à vivre, je pense tout simplement à se redonner du temps mm, et à partager des moments. Moi, je suis une grande épicurienne, j'adore cuisiner. mm, mm, Et en fait, je me suis reconnectée aussi à des gens. J'ai eu aussi des gens qui sont arrivés sur mon chemin, qui ont été des vraies rencontres avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. mm, 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 Euh, voilà, ça a été, et du coup, ça a été j'ai une période où, sur la période un peu d'arrêt, enfin de transition en tout cas, oui, de m'autoriser, oui, à me concentrer sur ce que j'aimais et vivre, ouais, et la méditation, et même la méditation informelle en fait, mm, même d'être, voilà, en train de cuisiner et d'être dans le flow et d'être, mm. voilà, ça a été des choses. Et puis aussi, moi, ouais, beaucoup aussi, je me suis mise beaucoup à marcher, à randonner. Et comprendre que oui, j'avais plein d'énergie qui me revenait. Mm. Euh, euh, et aussi, oui, à s'autoriser, hein, aussi à dire ce que je ressentais en fait. Mm. Ouais, ouais. Donc au départ, ça faisait sourire un peu tout le monde, hein, euh, plus sourire, ça fait sens pour tout le monde. Mm, Et, et quand on voit l'impact que ça a, euh, voilà. Donc émotionnellement, c'est vrai que moi, enfin, la Cécile d'aujourd'hui, la Cécile d'avant, ça n'a plus rien à voir. Et j'ai même croisé des gens qui m'ont dit, mais je t'ai connue pendant 15 ans et c'est plus la même. Et ouais. Et qu'est-ce qui avait changé justement? il y a 2 ans et demi, voilà, j'animais un workshop, une formation, et il y a vraiment une femme qui m'a dit,
Tu sais, Cécile, en fait, pendant 15 ans, je pense qu'on s'est croisés régulièrement dans la ville où on habite. Et tu paraissais comme quelqu'un de, oui, bah, une femme très un peu Wonder Woman, voilà, qui avait l'air très occupée, mais avec un côté un peu froide et distante. Et aujourd'hui, en fait, t'es solaire. T'es Mm. complètement Tout à solaire. fait. C'est un truc de dingue, quoi. Ouais, Et ouais. voilà, donc, ouais, ouais, non, non, moi, je pense qu'en fait, j'ai réussi à m'incarner, en fait, chose Mm. que je n'avais pas du tout fait, quoi, Ouais, jusqu'au passé, quand j'étais ouais, bloquée. ouais, superbe. Et, ouais, Enfin, tu le sens toi-même et en fait, ça rayonne à l'extérieur parce qu'on parle oui, même de carrément. solaire, donc ça se Oui. voit de l'extérieur. Qu'est-ce que tu voudrais, moi j'aime bien, voilà, ça s'appelle Plus de vie, mon podcast, donc qu'est-ce que Ouais. tu aurais envie de donner comme parole de vie là, pour clore cet épisode? Comme parole de vie, euh, on peut changer, c'est une question de perception. C'est une question de perception des choses et de paire de lunettes, quoi. Il faut savoir changer à un moment donné. Mais en effet, il faut peut-être être accompagné pour ça. Mais en tous les cas, voilà, tout est possible et la vie peut devenir vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça, c'est une parole d'espérance. Merci beaucoup, Cécile, avec voilà, cette capacité à changer. Parce que voilà, parfois, on peut s'enfermer dans ah bah non, j'étais là, je ne changerai jamais, j'ai toujours été comme ça. Et en fait, là, tu nous dis si, si, c'est possible. Donc, merci pour cette parole de vie. Merci beaucoup à toi, Cécile, de m'avoir donné cette occasion de pouvoir partager cette belle philosophie. Oui, bah, c'est un plaisir partagé parce que c'est voilà, quand on découvre quelque chose de beau, c'est beau de le faire partager plus largement. Donc merci en tout cas à toi et puis à bientôt. Dans cet épisode, tu as pu découvrir la profondeur de la démarche d'Ikigai qui touche l'ensemble de ta vie et de ta personne, esprit, âme, corps, émotion. C'est un cheminement qui te permet de réajuster ta route tout au long de ta vie. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Alors n'hésite pas à le lui partager. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans les notes d'épisode des liens vers un cadeau de Cécile Lemercier, une infographie sur l'ikigai et ses coordonnées, et aussi vers un article et un carrousel que j'ai écrit et réalisé en lien avec cet épisode. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ma découverte majeure à Montréal, comment voir mes propres forces et faire découvrir leurs forces aux autres. C'est mon moteur pour accompagner et pour avancer. D'ici là, que la force soit avec toi.